Cet homme voulait juste un boulot, mais la PDG s'est moquée de lui devant tout le monde, a déchiré son CV et l'a humilié. Elle ne savait pas une chose, celui qui le regardait était son vrai père, qui le cherchait depuis 20 ans. Qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le nous dans les commentaires. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, car à la fin, tout le monde va se taire. Quand Sophie Chénierier, une milliardaire du tech, a ri du CV écrit à la main de Marcus et l'a jeté à la poubelle, elle ne savait pas que le concierge qui nettoyait son bureau était en fait son père, qu'il avait recherché pendant 20 ans. Avant de plonger dans l'histoire, n'oublie pas de t'abonner car demain, on a une histoire spéciale en bonus. Et laisse un commentaire pour nous dire d'où tu nous regardes. On aimerait aussi connaître ton histoire. Le brouillard matinal était bas sur le centre-ville de Marseille, enveloppant les tours de verre d'un voile gris qui donnait à tout un aspect incertain, temporaire. Marcus Rivera se tenait à l'arrêt de bus, serrant contre sa poitrine un dossier en papier craft comme une armure. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, son CV rédigé à la main en lettres majuscules soignées, chaque mot pesé et réfléchi. Son ordinateur portable était mort 3 semaines auparavant, l'écran clignotant une fois avant de s'éteindre définitivement, emportant avec lui son dernier lien avec le monde numérique qui semblait désormais tout régir. Il avait essayé la bibliothèque, mais les ordinateurs étaient limités à 2 heures d'utilisation et la liste d'attente était plus longue que celle de ses patients. Il avait demandé à sa voisine s'il pouvait emprunter le sien, mais elle travaillait la nuit et dormait la journée, et il ne pouvait pas se résoudre à la réveiller pour ce qui ressemblait à de la charité. Il avait donc fait ce que son père lui avait appris. Il s'était débrouillé avec ce qu'il avait. De l'encre bleue sur du papier blanc, des marges aussi droites que les lignes qu'il traçait sur les plans de construction à l'époque où ses mains construisaient des choses au lieu de mendier du travail. Le bus s'arrêta dans un grincement, ses portes s'ouvrant avec un soupir mécanique qui faisait écho à ce que Marcus ressentait à l'intérieur. Il monta à bord, cherchant la monnaie exacte dans sa poche, comptant 2 fois les pièces de 25 cents, car même le prix du bus avait son importance quand chaque dollar comptait. Le trajet jusqu'au centre-ville dura 23 minutes, assez longtemps pour que le doute s'insinue dans sa détermination. À quoi pensait-il? Chénier Technologies était une entreprise qui valait des milliards de dollars. Son siège social était un monument étincelant dédié à l'innovation et au succès. Que pourrait-il bien vouloir d'un homme dont le dos l'avait trahi et dont le CV tenait sur une serviette en papier? Mais il pensa alors à Maria, 17 ans, et brillante. Sa lettre d'acceptation au MIT avait été pliée et repliée tant de fois que les plis s'étaient adoucis. Elle avait été admise sur la base de ses seuls mérites, avec une bourse d'études, mais celle-ci ne couvrait que les frais de scolarité, le logement et la pension, les livres, les frais de subsistance, soit 40 000 dollars supplémentaires par an, une somme qui aurait tout aussi bien pu être de 40 millions qu'il avait de la trouver. Elle avait essayé de cacher sa déception quand ils avaient fait les comptes ensemble à leur table de cuisine, entourée de formulaires d'aide financière et de lettres de refus des sociétés de prêt. Elle avait souri et dit que l'université communautaire lui convenait, qu'elle pourrait changer plus tard, mais il avait vu la façon dont ses épaules s'étaient affaissées, la façon dont ses rêves s'étaient effondrés, comme un origami à l'envers. C'était il y a 3 mois. Depuis, Marcus avait postulé partout, dans des entrepôts, des magasins de détail, des restaurants, des bureaux. Ses jours dans le bâtiment étaient révolus. Les hernies discales dans le bas du dos s'en étaient assurées. L'indemnisation des accidents du travail avait pris fin après 18 mois. La pension d'invalidité lui avait été refusée à 2 reprises, et la fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il accepterait n'importe quoi. Maintenant, saisie de données, service à la clientèle, conciergerie, tout ce qui offrait une assurance maladie et un salaire régulier. Chénier Technologies se dressait devant lui. Aujourd'hui, 47 étages d'acier et de verre s'élançaient vers un ciel qui semblait incroyablement lointain. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre et de chrome, avec un plafond qui s'élevait sur 3 étages et des murs tapissés de récompenses et de brevets portant le nom de l'entreprise. De l'eau cascadait sur un mur, le bruit était censé être apaisant, mais il faisait plutôt sentir Marcus plus petit, comme s'il rétrécissait à chaque pas vers le comptoir de la réception. La réceptionniste était jeune, peut-être 25 ans, parfaitement maquillée et équipée d'un casque qui semblait coûter plus cher que le loyer mensuel de Marcus. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, avec un sourire automatique et étudié. « Bonjour, bienvenue chez Chénier Technologies. Comment puis-je vous aider ?» Marcus s'éclaircit la gorge, soudain conscient de la façon dont sa voix pouvait résonner dans cet espace immaculé. « Je suis ici pour les offres d'emploi. J'ai un CV. » l'interrompit-elle gentiment. « Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre portail carrière. Vous pouvez y accéder depuis notre site web. » Son ton était aimable mais dédaigneux, comme on parle à un enfant qui s'est égaré dans la mauvaise salle de classe. « Je n'ai pas d'accès à Internet pour le moment, » dit Marcus, sentant la chaleur lui monter au cou. « J'espérais que quelqu'un pourrait y jeter un œil. »
Il brandit le dossier en carton, soudain conscient de ses coins cornés et de la tache de café près du bas. Le sourire de la réceptionniste s'est légèrement effacé. « Je suis désolé, mais on n'accepte plus les candidatures papier. Tout doit passer par notre système pour des raisons de conformité. » Elle désigna un coin salon avec des fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de Marcus. « Il y a une connexion Wi-Fi gratuite si tu veux utiliser ton téléphone ou ton ordinateur portable. » Marcus faillit éclater de rire. Son téléphone avait 5 ans et peut-être à peine chargé des SMS, sans parler des sites web de candidature à un emploi. Et son ordinateur portable servait actuellement de presse-papier très coûteux dans le placard de sa chambre. « Je comprends, dit-il, mais je me demandais s'il y avait quelqu'un aux ressources humaines qui pourrait m'aider. Y a-t-il un problème ?» La voix résonna dans le hall comme un coup de couteau, tranchante et autoritaire. Marcus se retourna et vit une femme qui s'avançait vers eux, ses talons claquant sur le marbre avec un rythme autoritaire. Elle était petite, mais se tenait comme quelqu'un qui avait l'habitude de prendre de la place, ses cheveux noirs tirés en un chignon sévère et son tailleur gris anthracite taillé à la perfection. Tout en elle rayonnait de succès. Sa démarche assurée, sa montre coûteuse qui reflétait la lumière, la façon dont les autres employés semblaient se recroqueviller légèrement lorsqu'elle passait. Sophie Chénierier avait bâti son empire à partir de rien, et elle portait cette réussite comme une armure. À 32 ans, elle était la plus jeune PDG du secteur, un fait que les magazines tech ne se lassaient pas de mentionner. Elle avait commencé avec une simple application développée dans son studio, vivant de ramen et de détermination, codant 18 heures par jour jusqu'à ce que ses yeux brûlent et que ses doigts se crispent. Cette appli était devenue une plateforme. La plateforme était devenue une entreprise, et l'entreprise était devenue un empire valant 3 milliards de dollars. Elle avait appris très tôt que le monde respectait la force et méprisait la faiblesse. Cette sympathie était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Chaque contrat était une bataille, chaque négociation une guerre, et elle les avait tous gagnés en étant plus intelligente, plus rapide et plus impitoyable que ce que l'on attendait d'une enfant placée en famille d'accueil à Auckland. La compassion était un handicap dans les affaires. Elle l'avait prouvé à maintes reprises. « Mademoiselle Chénier, dit la réceptionniste en se redressant inconsciemment. Ce monsieur vous demande comment envoyer un CV papier. » Les yeux de Sophie se posèrent sur Marcus, scannant son apparence avec l'efficacité d'un scanner. Elle remarqua son costume d'occasion, propre mais usé au coude. Ses chaussures avaient été cirées, mais ne pouvaient cacher leur âge. Il tenait nerveusement le dossier en carton, comme s'il contenait quelque chose de précieux et de fragile. En 3 secondes, elle l'avait catalogué. Désespéré, inemployable, il lui faisait perdre son temps. « Un CV papier ?» répéta-t-elle. Et il y avait quelque chose dans son ton qui rendait ces mots désuets, presque désuets. On n'est pas en 1985. On n'accepte pas les candidatures manuscrites. Marcus sentit la chaleur se propager de son cou à ses joues. Autour d'eux, d'autres employés avaient commencé à remarquer l'agitation. Un groupe de jeunes programmeurs interrompit leur conversation près des ascenseurs. 2 femmes du service comptabilité s'arrêtèrent dans le hall. Le gardien de sécurité derrière son bureau leva les yeux de son écran. Marcus pouvait sentir leur regard posé sur lui, leur curiosité et leur jugement rayonnant comme une chaleur intense. « Je comprends que vous préfériez les candidatures numériques, » dit Marcus en essayant de garder une voix calme. « Mais je suis entre 2 ordinateurs en ce moment, et j'espérais pouvoir utiliser celui-ci. » Le rire de Sophie était aigu, coupant. Quel genre de professionnel n'a pas accès à la technologie de base en 2023 ? Comment comptez-vous travailler pour une entreprise technologique si vous n'êtes même pas capable de soumettre une candidature correcte ? Les mots frappèrent Marcus comme des coups physiques. Il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas ses côtes, mais quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Autour d'eux, le hall était devenu silencieux à l'exception de la cascade artificielle qui semblait soudainement produire un bruit blanc, comme des parasites couvrant le son de sa dignité qui était démantelé pièce par pièce. « Mon ordinateur portable est cassé », dit-il doucement, détestant le son de sa voix dans cet immense espace. « Je cherche du travail depuis 3 mois. J'ai de l'expérience dans le bâtiment et la gestion de projet. Je suis prête à apprendre le bâtiment. » Sophie haussa les sourcils d'un air moqueur. « Et tu penses que ça te qualifie pour travailler ici ? Regarde autour de toi. » Elle désigna le hall d'entrée rutilant, les écrans numériques affichant les cours de la bourse et les réalisations de l'entreprise, les employés dans leurs vêtements de marque et leurs postures assurées. C'est l'avenir. On n'a pas besoin de gens qui travaillent de leurs mains. On a besoin de gens qui travaillent avec leur tête. Marcus serra plus fort le dossier. À l'intérieur, il y avait plus que son parcours professionnel rédigé avec soin. Il y avait 18 années passées à se lever avant l'aube, à construire des choses qui dureraient, à nourrir sa fille et à leur offrir un toit grâce à sa détermination et à sa sueur. C'étaient toutes les promotions qu'il avait obtenues,
toutes les équipes qu'il avait dirigées, tous les projets qu'il avait menés à bien dans les délais et sans dépasser le budget avant que son corps ne finisse par dire stop. « J'ai dirigé des équipes de 30 personnes », dit-il d'une voix plus forte, teintée d'une émotion qui n'était pas là auparavant. « J'ai supervisé des projets de plusieurs millions de dollars. Je n'ai jamais manqué une échéance ni dépassé un budget. Je ne sais peut-être pas coder, mais je sais diriger des gens et faire avancer les choses. » Sophie pencha la tête, l'étudiant comme s'il s'agissait d'un spécimen intéressant sous un microscope. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» dit-elle d'une voix suffisamment forte pour être entendue dans tout le hall. « Je vois quelqu'un qui a abandonné. Quelqu'un qui est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense qu'un CV manuscrit lui permettra d'aller quelque part dans le monde moderne. C'est pathétique. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. Marcus sentit tous les regards du hall se poser sur lui. Il sentit le poids de leur pitié et de leur embarras par procuration. L'un des programmeurs murmura quelque chose à son collègue. « Tu as de la chance que ce n'était pas pour un poste de programmeur, » dit-il en se retournant vers Sophie. « Tu as de la chance que ce n'était pas pour un poste de programmeur. » Les femmes de la comptabilité détournèrent le regard, mal à l'aise mais pas prêtes à intervenir. Même la réceptionniste fixait son bureau, les joues rouges de honte par procuration. Sophie s'approcha et baissa la voix à un niveau qui était en quelque sorte plus dévastateur que de crier. « Tu sais combien de CV on reçoit chaque jour ? Des centaines. De diplômés de Stanford, de docteurs du MIT, de gens qui comprennent vraiment ce qu'on fait ici. Et tu débarques avec un bout de papier couvert de gribouillis au crayon et tu t'attends à ce qu'on te prenne au sérieux. » « C'est de l'encre, » dit Marcus faiblement. « C'est des diplômés de Stanford, des docteurs du MIT, de gens qui comprennent vraiment ce qu'on fait ici. Et tu débarques avec un bout de papier couvert de gribouillis au crayon et tu t'attends à ce qu'on te prenne au sérieux. C'est de l'encre, » dit Marcus d'une voix faible, et il se détesta immédiatement pour avoir corrigé. « Pire encore, » répondit Sophie. « Au moins, le crayon peut s'effacer. » Elle tendit la main. « Laisse-moi voir ton chef-d'œuvre. » Marcus hésita. Quelque chose en lui criait de ne pas le donner. Mais quel choix avait-il? Il était arrivé jusqu'ici, il avait enduré tant de choses. Peut-être que si elle le lisait vraiment, elle verrait qu'il était plus que ce que sa situation laissait entendre. Peut-être qu'elle comprendrait que le désespoir n'était pas synonyme d'incompétence. Il ouvrit le dossier et en sortit la seule feuille de papier. Son CV était soigné, organisé, chaque ligne soigneusement rédigée. En haut, son nom et ses coordonnées en lettres majuscules. En dessous, son parcours professionnel. Contremaître chez Rodriguez Construction, chef de chantier chez Pacific Building Group, chef d'équipe chez Mountain View Development. Des références de supérieurs qui lui avaient confié leurs plus gros projets. Des compétences acquises et perfectionnées pendant des décennies. Sophie prit la feuille et la tint à contre-jour pour l'examiner comme un billet de banque contrefait. « Incroyable », dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. « On dirait un devoir que mon neveu aurait rendu à l'école. Tu as utilisé une règle pour les marges ? Ta fille t'a aidé pour l'orthographe ?» La mention de Maria frappa Marcus comme un coup de poing dans le plexus solaire. Il l'imaginait à l'école en ce moment même, assise dans son cours de physique avancée, en train de résoudre des problèmes qui lui auraient donné le tournis, rêvant du MIT et d'un avenir qui semblait s'éloigner un peu plus chaque jour qui passait. Elle croyait en lui, elle lui faisait confiance pour trouver un moyen de réaliser ses rêves. Que penserait-elle si elle pouvait le voir maintenant, debout dans ce temple de marbre dédié à la réussite, tandis qu'une femme en tailleur à 1000 $ ridiculisait ses efforts? « Elle est très intelligente », avait dit Marcus. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait dû alerter Sophie. Quelque chose de brut et de protecteur que n'importe quel parent aurait reconnu. Plus intelligente que moi. C'est pour ça que je suis ici. Mais Sophie avait dépassé le stade de la reconnaissance, dépassé le stade de la décence humaine. L'adrénaline de l'humiliation publique coulait dans ses veines, la même adrénaline qu'elle ressentait lorsqu'elle démantelait ses concurrents lors de réunions du conseil d'administration ou qu'elle écrasait des tentatives de prise de contrôle hostiles. Cet homme représentait tout ce contre quoi elle s'était battue pour échapper à la pauvreté, au désespoir, à l'odeur de l'échec qui s'était accrochée à ses foyers d'accueil comme la fumée de cigarettes. « Eh bien, elle ne peut pas t'aider pour ça, » dit Sophie. Puis, avec une cruauté délibérée, elle commença à déchirer le CV. Le bruit du papier déchiré résonna dans le hall comme des coups de feu. Elle le déchira une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que les 18 années de travail acharné de Marcus se transforment en confetti dans ses mains parfaitement manucurées. « Voilà », dit-elle en laissant les morceaux flotter sur le sol en marbre comme des oiseaux blessés. « C'est ce que je pense de tes qualifications, Gary. » Elle se tourna vers le garde de sécurité qui observait la scène avec un malaise évident. « Veuillez raccompagner ce monsieur à la sortie et assurez-vous qu'il comprenne bien que nous avons des normes à respecter ici. » Marcus fixait les morceaux de papier éparpillés à ses pieds. Chaque fragment contenait un morceau de sa vie, des dates,
des intitulés de poste, le numéro de téléphone de son ancien contremaître qui avait toujours dit que Marcus était le meilleur superviseur avec lequel il avait jamais travaillé. Maintenant, c'était de la poubelle, au sens propre comme au figuré, détruit par quelqu'un qui n'avait jamais manié un marteau, porté une charge ou compris ce que ça voulait dire de construire quelque chose de ses propres mains. Le gardien de sécurité s'approcha à contre-cœur, l'air désolé. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. » Marcus se baissa lentement, son dos blessé protestant, et commença à ramasser les morceaux de son CV. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il les ramassait, non pas de peur, mais d'une rage si pure et si intense qu'elle le surprit lui-même. Il avait déjà été en colère contre les compagnies d'assurance, contre les médecins qui le traitaient comme un fraudeur, contre un système qui semblait conçu pour réduire les gens comme lui en poussière. Mais là, c'était différent, c'était personnel. « T'as fini ?» demanda Sophie en le regardant ramper sur son sol en marbre, parce que j'ai des choses importantes à faire. Des gens avec de vraies qualifications attendant que je m'occupe d'eux. Marcus se leva lentement, les morceaux déchirés serrés dans son poing. Il regarda Sophie, la regarda pendant un moment. Elle faillit reculer. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui exprimait la dignité bafouée, celle d'un homme qui avait été poussé jusqu'à ses limites sans céder complètement. « Tu as raison, dit-il doucement. Je n'ai rien à faire ici. Cet endroit n'est pas pour les gens comme moi. » Il jeta un coup d'œil autour de lui dans le hall, aux employés qui faisaient semblant de ne pas regarder le marbre, le chrome et la cascade artificielle censée représenter le progrès. « Mais un jour, j'espère que tu te souviendras de ce moment. J'espère que tu te souviendras de l'homme que tu as écrasé aujourd'hui, car c'est ce que tu es vraiment sous toutes ses apparences. » Il désigna le luxe qui les entourait, quelqu'un qui détruit les espoirs des autres pour le plaisir. Sophie serra les mâchoires. « Tu me menaces ?»« Non, » répondit Marcus, et il y avait presque de la tristesse dans sa voix. « J'espère juste qu'un jour tu te souviendras de ce que ça fait d'avoir besoin de quelqu'un qui a le pouvoir de t'aider. Parce qu'on a tous besoin d'aide parfois, mademoiselle Chénier. Même toi. » Le garde de sécurité toucha doucement le coude de Marcus. « Monsieur !» Marcus acquiesça et se laissa conduire vers la sortie. Derrière lui, Sophie observait, les bras croisés, le regard froid et triomphant. Le hall commença à retrouver son calme habituel. Les conversations reprirent, les téléphones sonnèrent, les activités quotidiennes continuèrent comme si rien d'important ne s'était passé. Mais dans l'ombre, près de l'ascenseur de service, quelqu'un d'autre avait observé la scène. Michel Vasseur poussa son chariot de nettoyage plus loin dans le coin, le cœur battant contre sa poitrine comme un oiseau en cage. Depuis 20 minutes, il restait figé, regardant sa fille, sa brillante et brillante fille perdue, détruire un homme qui lui rappelait tellement lui-même que ça lui faisait mal de respirer. Michel était en train de vider les poubelles lorsque la confrontation avait commencé. Invisible, comme le sont toujours les concierges aux yeux de ceux qui les emploient. Il avait immédiatement reconnu Marcus, pas personnellement, mais comme un type, un travailleur en difficulté, désespéré, mais essayant de garder sa dignité, prêt à accepter n'importe quel boulot pour subvenir aux besoins de sa famille. Michel avait été cet homme avant que le monde ne déchire sa famille et n'en disperse les morceaux dans 2 pays. Il avait aussi reconnu sa fille, même s'il lui avait fallu des mois pour trouver le courage de l'approcher. Sophie Chénierier, PDG et mania de la technologie, la petite fille qu'il avait vue pour la dernière fois à l'âge de 12 ans, le visage baigné de larmes alors que les agents d'immigration l'emmenaient menottée. Elle était Sophie Vasseur, une gamine effrayée dans le système d'aide sociale, ballottée de foyer en foyer pendant qu'il menait un combat juridique qu'il ne pouvait pas gagner depuis un centre de détention dont il ne pouvait pas sortir. Pendant 7 ans, il avait essayé de la retrouver depuis le Mexique, envoyant des lettres qui restaient sans réponse, passant des coups de fil qui restaient sans réponse. Quand il a enfin réussi à revenir légalement, elle avait disparu dans les méandres de la bureaucratie. Les dossiers d'accueil étaient scellés, les dossiers d'adoption confidentiels, et un père expulsé n'avait aucun droit légal de rechercher une fille à qui on avait probablement dit qu'il l'avait abandonnée. Il l'avait retrouvée par hasard il y a 3 ans, sa photo dans un magazine économique que quelqu'un avait laissé dans le métro. « L'enfant placé qui a bâti un empire technologique », disait le titre. Michel avait failli s'effondrer sur place dans le wagon. Sa fille, sa brillante petite fille qui l'aidait à réparer les ordinateurs dans leur garage, était devenue l'une des entrepreneuses les plus prospères du pays. Elle avait réussi sans lui, malgré lui. À cause de lui, il ne saurait jamais laquelle. Obtenir un emploi chez Chénier Technologies lui avait pris 6 mois et une vérification de ses antécédents qui l'avait fait transpirer à travers ses vêtements d'entretien. Michel Vasseur, 58 ans, citoyen naturalisé, gardien de nuit. Référence de 2 anciennes entreprises de nettoyage. Pas de casier judiciaire depuis sa condamnation pour expulsion. Fiable et invisible. L'employé parfait pour se fondre dans le décor de l'empire de sa fille. Pendant 3 ans, il avait nettoyé ses bureaux, vidé ses poubelles, passé l'aspirateur autour de son bureau pendant qu'elle travaillait tard le soir.
Il l'avait observée à travers les vitres de la salle de conférence alors qu'elle dirigeait des réunions, l'avait vue sur les écrans de sécurité quand elle pensait que personne ne la regardait. Et le masque de l'autorité avait glissé juste assez pour révéler l'enfant solitaire qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Il avait imaginé 1000 approches, répété 1000 conversations. Il avait écrit des lettres qu'il n'avait jamais envoyées, composé son numéro, puis raccroché avant que ça sonne, s'était tenu devant la porte de son bureau avec son passe-partout, mais n'avait jamais eu le courage de frapper. Que pouvait-il dire? Qu'il n'avait jamais cessé de la chercher. Que chaque jour, pendant 20 ans, avait été une punition pire que n'importe quelle prison. Qu'il était fier de sa réussite, mais que ça lui brisait le cœur de voir la personne qu'elle était devenue. Parce que la femme qu'il venait de voir humilier Marcus Rivera n'était pas la fille dont il se souvenait. Cette Sophie avait été gentille, empathique, toujours prête à défendre les opprimés et à partager son déjeuner avec les enfants qui n'avaient pas les moyens de se nourrir. Cette Sophie était une armure qui enveloppait un être humain. Le succès au prix de son âme, le pouvoir acquis avec la monnaie de la compassion. Michel regarda Marcus disparaître par les portes du hall, les épaules courbées sous le poids de l'humiliation publique. Puis il se retourna vers sa fille, qui s'éloignait déjà à grands pas vers l'ascenseur, le CV détruit oublié sur le sol en marbre comme un animal écrasé sur la route. Dans quelques heures, il serait chargé de nettoyer cet espace, de balayer les morceaux de papier qui représentaient la dignité brisée de quelqu'un. Mais avant ça, il avait une décision à prendre. Il pouvait continuer à se cacher dans l'ombre, se contentant de tourner autour de la vie de sa fille comme un satellite lointain, reconnaissant pour chaque aperçu de la femme qu'elle était devenue. Ou il pouvait sortir de l'ombre et affronter les conséquences de 20 ans d'absence, 20 ans de silence, 20 ans d'amour paternel. N'ayant nulle part où aller, Michel sortit son téléphone, pas le smartphone que l'entreprise lui avait fourni pour le travail, mais son portable personnel, un appareil abîmé qu'il avait acheté d'occasion et chargé de précieuses minutes. Il avait les coordonnées de Marcus. Elles étaient clairement inscrites sur le CV avant que Sophie ne le déchire en morceaux. Marcus Rivera et un numéro de téléphone que Michel avait mémorisé avant que le papier ne touche le sol. Le trajet en bus jusqu'à la maison lui sembla interminable. Chaque arrêt lui rappelait à quel point Marcus était loin de la vie qu'il avait connue autrefois. Les autres passagers évitèrent son regard, perdus dans leur téléphone ou regardant par la fenêtre une ville qui lui semblait de plus en plus étrangère. Il serrait les morceaux déchirés de son CV dans la poche de sa veste. Chaque fragment était une petite accusation contre sa valeur. Son appartement était silencieux quand il entra, un silence qui semblait vide plutôt que paisible. Maria ne rentrerait pas avant 3 heures. Elle avait un entraînement avec son équipe de débat après l'école, puis son boulot à la librairie du campus où elle travaillait 20 heures par semaine pour aider à payer les factures. Ce boulot était censé enrichir son CV, mais Marcus savait que c'était en fait une question de survie, qu'une ado de 17 ans portait un fardeau qui aurait dû être le sien. Il s'assit à leur table de cuisine, celle où ils avaient ouvert la lettre d'acceptation du MIT 4 mois plus tôt, et étala les morceaux de son CV comme un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Certains fragments étaient trop petits pour être lisibles, d'autres étaient déchirés au niveau de mots importants. Son parcours professionnel était devenu une œuvre d'art abstrait, des formes dénuées de sens qui n'avaient plus rien à voir avec 18 années de travail honnête. Marcus avait reconstruit des moteurs avec plus de pièces que cela, avait résolu des problèmes structurels avec moins d'informations, mais il s'agissait de problèmes de physique et d'ingénierie, régis par des lois qui avaient un sens et répondaient à une logique. C'était différent. Il s'agissait de la dignité humaine dans un monde qui avait décidé que sa conception particulière de la dignité était obsolète. Son téléphone vibra sur la table, un numéro inconnu avec un indicatif local, probablement un recouvreur de créances ou un télévendeur. Mais Marcus répondit quand même. Il n'avait plus rien à perdre, et au moins, parler à quelqu'un romprait le silence qui menaçait de l'engloutir tout entier. « Bonjour, monsieur Rivera ». La voix était plus âgée, avec un fort accent, hésitante, mais chaleureuse. « Je m'appelle Michel Vasseur. Je travaille chez Chénier Technologies. J'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. » Marcus serra le téléphone plus fort. « Si tu appelles pour t'excuser au nom de ton patron, ne t'embête pas. J'ai compris le message. Je n'appelle pas pour elle, » dit rapidement Michel. « J'appelle pour moi et peut-être pour vous, si vous voulez bien m'écouter. » Quelque chose dans le ton de l'homme fit hésiter Marcus. Il n'y avait ni pitié, ni volonté de réparer les dégâts causés à l'entreprise, juste quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension. « Que voulez-vous qu'on se rencontre ?» dit Michel. « Il y a des choses que vous devriez savoir à propos de Sophie Chénierier, sur les raisons qui l'ont rendue telle qu'elle est, et il y a peut-être quelque chose que nous pouvons faire pour nous aider mutuellement. » Marcus faillit éclater de rire. « À moins que vous ne cherchiez quelqu'un, je ne vois pas comment, monsieur Rivera. » Michel l'interrompit gentiment. « J'ai vu votre CV avant qu'elle ne le déchire. Vous êtes qualifié pour une 12aine de postes dans cette entreprise. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait rien à voir avec tes compétences. C'était à cause de sa douleur.
Et parfois, la seule façon de guérir la douleur, c'est de comprendre d'où elle vient. Le silence s'installa, seul le bruit de la respiration des deux hommes se faisant entendre. Deux inconnus reliés par une humiliation dont ils avaient été témoins et quelque chose de plus profond. La reconnaissance que le monde n'était pas aussi simple que le succès et l'échec. Que parfois, les gens qui vous font du mal mènent des combats que vous ne pouvez pas voir. « Où veux-tu qu'on se retrouve ?» demanda finalement Marcus. Michel ferma les yeux, une petite prière de gratitude s'échappant de ses lèvres. « Tu connais Rositas, sur Pine Street? C'est un petit endroit, rien d'extraordinaire. Demain à midi, j'y serai, » dit Marcus. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Chenier Technologies, il ressentit autre chose que de la colère et de la honte. De la curiosité, peut-être même de l'espoir. Après avoir raccroché, Michel s'assit dans la salle de pause des employés qui sentaient la nourriture réchauffée au micro-ondes et le désinfectant industriel, entouré des outils de l'invisibilité seau à balai et vaporisateur, et du genre d'uniforme qui fait que les gens regardent à travers vous plutôt que vers vous. Dans 12 heures, il dirait à un inconnu la vérité. Il ne l'avait jamais dit à personne. Que la femme qui l'avait humilié était la fille que Michel avait perdue lors de son expulsion. L'enfant qu'il avait passé 20 ans à essayer de retrouver. La réussite qui lui avait coûté tout ce qui rendait la réussite digne d'être vécue. Et peut-être que s'il était assez courageux et que Marcus était assez disposé, il pourrait trouver un moyen de rappeler à Sophie Chénier que sous toute l'armure qu'elle avait construite, il y avait encore une fillette de 12 ans qui croyait que l'aider les gens était plus important que de leur faire du mal. La nuit s'étendait devant les deux hommes comme un point d'interrogation, pleine de possibilités et de dangers. Le genre d'obscurité qui engloutit les rêves ou les fait naître. Aucun des deux ne dormit bien, tous deux hantés par le souvenir du papier déchiré tombant comme de la neige, et se demandant si demain apporterait la rédemption ou juste une autre forme de ruine. Mais parfois, la seule façon de savoir si quelque chose vaut la peine d'être sauvé est de tout risquer pour essayer de le sauver. Et parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'être sauvées sont celles qui se sont convaincues qu'elles sont au-delà de toute rédemption. Demain leur dirait de quel genre d'histoire il s'agissait. Le café de Rosita était coincé entre une laverie et un magasin de change sur Pine Street, le genre d'endroit où l'on servait du café fort dans de grosses tasses en céramique et où l'on ne posait pas de questions sur les raisons pour lesquelles vous aviez besoin de rester assis dans la même cabine pendant 3 heures. Michel est arrivé avec 20 minutes d'avance, les mains qui sentaient encore légèrement le produit nettoyant industriel malgré les avoir frottés jusqu'à en avoir la peau à vif dans les toilettes du personnel. Il avait troqué son uniforme de concierge contre des vêtements civils, un jean usé aux genoux et une chemise en flanelle qui avait connu des jours meilleurs. Ses bottes de travail avaient parcouru trop de kilomètres sur des sols en béton. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et aux chaussures confortables, ne lui accordait pas un second regard alors qu'il se glissait dans une banquette d'angle. C'était le genre de quartier où les travailleurs se retrouvaient pour discuter de leur boulot et de leurs problèmes, où les conversations étaient menées à voix basse et où le café était resservi sans qu'on ait besoin de le demander. Michel commanda un café noir et regarda par la fenêtre le trafic matinal, observant les camions de livraison et les banlieusards se faufiler dans les rues qui avaient tellement changé depuis qu'il les avait parcourues pour la première fois il y a 30 ans. Son téléphone était posé sur la table devant lui, l'écran éteint, mais d'une certaine manière accusateur. Il avait passé toute la nuit à répéter ce qu'il dirait à Marcus Rivera. Quelle partie de la vérité était trop? Quelle partie serait un mensonge? Toute cette histoire était un champ de mines fait de honte et de regrets, de choix faits et d'occasions manquées, de l'amour d'un père enfoui sous des décennies de bureaucratie et de peur. Michel avait 25 ans quand Sophie est née, à peine plus qu'un enfant lui-même, mais déterminé à être le père qu'il n'avait jamais eu. Il avait 2 boulots. La journée, il travaillait dans un atelier de réparation d'ordinateurs. La nuit, il nettoyait des bureaux, économisant chaque centime pour la compte d'une petite maison à East Oakland où Sophie pourrait avoir sa propre chambre et un jardin avec un oranger. Sa mère, Carmen, était morte quand Sophie avait 4 ans. Un anévrisme soudain qui avait laissé Michel seul avec sa fille, sans plan de secours et sans filet de sécurité. Mais ils avaient été heureux, lui et sa brillante petite fille qui savait démonter une radio à 6 ans et la remonter mieux qu'on ne l'avait fait à 7 ans. Sophie avait hérité de son esprit mécanique, mais elle y avait ajouté une intuition pour la technologie qui le laissait bouche bée. Alors que les autres enfants jouaient à la poupée, elle construisait des ordinateurs à partir de pièces détachées et écrivait des programmes simples dès l'âge de 10 ans. Michel rêvait d'une université pour elle, de bourses et d'opportunités, d'un avenir qui s'étendrait au-delà des frontières de leur quartier ouvrier. L'expulsion était arrivée sans prévenir. Un simple contrôle routier avait dégénéré lorsque le policier avait vérifié le permis de conduire de Michel et découvert que son statut d'immigrant était légal depuis 8 ans.
mais une ancienne mesure d'expulsion datant d'avant la naissance de Sophie n'avait jamais été correctement réglée. L'avocat spécialisé en immigration avait expliqué qu'il s'agissait d'une erreur administrative, d'une négligence bureaucratique qui serait rapidement résolue. Au lieu de ça, c'était devenu un cauchemar qui a duré 7 ans. Michel a vu Sophie grandir à travers des photos clandestines et des appels téléphoniques volés qui devenaient de plus en plus courts et de moins en moins fréquents à mesure qu'elle était transférée d'un foyer d'accueil à un autre. Le système l'avait engloutie tout entière. Une fillette de 12 ans sans famille et avec un père expulsé qui n'avait aucun statut légal pour se battre pour sa garde à 2000 km de là. Lorsque Michel a enfin réussi à sortir du labyrinthe de l'immigration et à revenir aux États-Unis en tant que résident légal, Sophie avait disparu dans l'âge adulte, son dossier scellé, sa trace perdue. La clochette au-dessus de la porte du café a retenti, tirant Michel de ses souvenirs. Marcus Rivera est entré lentement, balayant du regard le petit espace avant de s'arrêter à la table de Michel. Même en civil, Marcus avait l'air d'un homme prêt à affronter une déception, les épaules crispées contre toute nouvelle humiliation que la journée pourrait lui réserver. Il était plus jeune que Michel ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, les mains calleuses et une posture prudente qui trahissait des douleurs dorsales maîtrisées à force de volonté. Michel se leva à l'approche de Marcus et lui tendit la main dans un geste à la fois formel et sincère. « Monsieur Rivera, merci d'être venu. » Marcus serra la main tendue et scruta le visage de Michel avec la lassitude de quelqu'un qui a appris à ne pas faire confiance facilement. « Vous avez dit que vous travailliez chez Chénier Technologies ?»« Gardien de nuit », répondit Michel en invitant Marcus à s'asseoir. 20 ans dans le nettoyage, 3 ans chez Chénier. Il ne mentionna pas qu'il avait accepté ce boulot spécifiquement pour être près de sa fille, que chaque nuit, pendant 3 ans, il avait nettoyé les bureaux où elle travaillait, vidé sa poubelle, passé l'aspirateur autour de son bureau pendant qu'elle restait tard pour bâtir son empire. La serveuse arriva avec le café de Marcus et remplit sa tasse sans qu'il le lui demande. Michel attendit qu'elle soit partie avant de continuer. « J'ai vu ce qui s'est passé hier. Tout. » Marcus serra les dents. « Si t'es là pour me dire que j'aurais dû faire autrement. »« Non, » répondit rapidement Michel. « T'as super bien géré la situation. T'as gardé ta dignité quand elle a essayé de te la prendre. Ça demande de la force. » Cette reconnaissance inattendue sembla prendre Marcus au dépourvu. Il but une gorgée de café, observant Michel par-dessus le bord de sa tasse. « Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? De quoi s'agit-il vraiment ?» Michel avait répété ce moment une centaine de fois, mais maintenant qu'il y était, les mots lui semblaient insuffisants. Comment expliquer 20 ans de recherche? Comment avouer que la femme qui vous a humilié est la fille que vous avez observée dans l'ombre? Trop honteux pour l'approcher? Sophie Chénierier est ma fille, dit simplement Michel. Marcus posa sa tasse avec un bruit métallique. Quoi? Je sais ce que ça peut avoir l'air, continua Michel, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Le PDG à succès et le concierge de nuit. Mais je la cherche depuis 20 ans, et il y a 3 ans, je l'ai retrouvée. Je ne savais tout simplement pas comment l'aborder. Marcus se cala dans son fauteuil, son expression passant de l'incrédulité à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tu es en train de me dire que la femme qui a déchiré mon CV est ta fille ?»« Sophie Vasseur, » dit Michel doucement. C'était son nom quand elle avait 12 ans, avant qu'il ne me l'enlève. L'histoire sortit lentement, prudemment, comme si Michel manipulait quelque chose de fragile qui risquait de se briser s'il bougeait trop vite. Il raconta à Marcus l'expulsion, les années de bataille juridique menées depuis le Mexique, son retour et la découverte que sa petite fille était devenue une étrangère revêtue d'une armure faite de succès et d'isolement. J'ai trouvé un boulot dans son entreprise en pensant que je trouverais le bon moment pour lui dire qui j'étais, a dit Michel. Mais chaque jour, je l'observais. Je voyais moins l'enfant dont je me souvenais et davantage quelqu'un qui avait appris à survivre en se coupant de tout ce qui ressemblait à une faiblesse. Marcus était resté silencieux pendant un long moment, assimilant l'impossibilité de ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il a secoué la tête. « Pourquoi tu me racontes ça? Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ce qui s'est passé hier ?» Michel a fouillé dans sa veste et en a sorti un petit carnet usé par l'usage. « Car hier, j'ai vu ma fille détruire quelqu'un qui me rappelait moi-même il y a 20 ans. Un travailleur qui essayait de subvenir aux besoins de son enfant, prêt à accepter n'importe quel boulot, n'importe quelle chance. Il a ouvert le carnet, révélant des pages couvertes d'une écriture soignée. Et parce que je pense que nous pouvons peut-être nous aider mutuellement. Nous aider mutuellement. Comment ? Michel avait passé la nuit à reconstituer l'histoire de Marcus à partir de fragments, du CV déchiré qu'il avait ramassé dans le hall, des bases de données des employés auxquels il avait accès pour les contacts d'urgence, et des recherches dans les archives publiques effectuées sur les ordinateurs de la bibliothèque pendant ses pauses déjeuner. C'était incroyable tout ce qu'on pouvait apprendre sur quelqu'un si on savait où chercher et si on avait la motivation de creuser. Marcus Rivera, 46 ans, père célibataire, lit Michel dans ses notes.
18 ans dans le bâtiment. Excellent dossier en matière de sécurité. Plusieurs postes de supervision. Blessé au travail il y a 14 mois. Demande d'indemnisation des accidents du travail contestés. Fille Maria, 17 ans, major de sa promotion au lycée Lincoln, acceptée au MIT avec une bourse d'études couvrant uniquement les frais de scolarité. Le visage de Marcus était devenu pâle. « Comment tu sais tout ça ?»« Principalement grâce aux archives publiques, » dit Michel doucement. « Et j'ai trouvé des morceaux de ton CV dans la poubelle. Je les ai rassemblés comme un puzzle. » Il fouilla dans son autre poche et en sortit un dossier en papier craft. À l'intérieur se trouvaient les fragments du CV de Marcus, soigneusement recollés avec la patience de quelqu'un qui comprend la valeur des choses brisées. Marcus fixait le document reconstitué, les mains légèrement tremblantes, alors qu'il touchait le ruban adhésif qui recollait les morceaux de sa vie. « Pourquoi avais-tu fait ça ?»« Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi il y a 20 ans, » répondit Michel. « Parce que je sais ce que c'est que de voir tout ce pourquoi on a travaillé rejeté par des gens qui pensent que nos difficultés nous rendent invisibles. » Michel se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Mais aussi parce que je pense qu'il y a peut-être un moyen de faire entrer ta fille au MIT et de rappeler à ma fille qui elle était autrefois. » Marcus leva brusquement les yeux. « De quoi tu parles ?» Michel avait passé les heures précédant l'aube à faire des recherches sur la structure organisationnelle de Chénier Technologies, ses fondations caritatives, ses engagements publics en faveur de la diversité et de l'éducation. Sophie avait bâti son empire sur le récit de la victoire sur l'adversité, de l'ascension sociale grâce à la détermination et à l'innovation. Dans toutes les interviews qu'elle donnait, elle évoquait ses origines modestes, son engagement en faveur des jeunes défavorisés, sa conviction que le talent pouvait émerger de n'importe où. Chénier Technologies dispose d'un programme de bourse. Michel a dit qu'il s'agissait de bourses d'études complètes pour les étudiants prometteurs issus de familles à faible revenu. Ils en accordent 25 chaque année, et les candidatures sont encore ouvertes pour la promotion de l'année prochaine. Marcus fronça les sourcils. « J'ai examiné tous les programmes de bourse d'études du pays. Le MIT ne figurait sur aucune des listes que j'ai trouvées. Parce que ce n'est pas réservé au MIT, expliqua Michel. C'est pour n'importe quelle université accréditée proposant un cursus de 4 ans. Les étudiants choisissent où ils veulent aller et Chénier Technologies prend tout en charge. Les frais de scolarité, le logement, les livres et même une allocation pour les frais de subsistance. Et tu penses que Maria pourrait être éligible ?» Michel a souri pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « Monsieur Rivera, votre fille a une moyenne de 4, des résultats parfaits au SAT, et elle a déjà été acceptée dans l'un des programmes d'ingénierie les plus prestigieux du pays. Elle n'est pas seulement éligible, elle est exactement le type d'étudiante pour lequel ce programme a été conçu. » Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, de l'espoir. Pas le genre désespéré et avide qui l'avait poussé à se rendre chez Chénier Technologies avec un CV manuscrit, mais quelque chose de plus stable, de plus concret. « Il y a un piège ? Les candidatures sont examinées par un comité, » répondit Michel avec prudence. « Mais la décision finale revient au PDG, à Sophie. » L'espoir vacilla, menacé de s'éteindre. La même Sophie qui m'avait traité de pathétique et déchiré mon CV. « Tu penses qu'elle va donner une bourse à ma fille ?» Michel resta silencieux un instant, choisissant ses mots avec soin. « Je pense que Sophie a oublié qui elle était. Je pense que le succès l'a rendue cruelle d'une manière qui aurait horrifié l'enfant que j'ai élevé. Mais je pense aussi que quelque part sous toute cette armure, il y a encore une petite fille qui croit qu'il faut aider les gens qui lui rappellent elle-même. Et si tu te trompes, » Michel le regarda droit dans les yeux. « Alors on essaiera autre chose. Mais monsieur Rivera, qu'est-ce que tu as à perdre ? Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elle dise non, et tu te retrouves dans la même situation qu'aujourd'hui. Mais si elle dit oui, » Marcus baissa les yeux sur son CV reconstitué, sur le ruban adhésif qui maintenait ensemble ses 18 ans de travail honnête. Quelqu'un n'avait pensé que ça valait la peine d'être sauvé, de le reconstituer pièce par pièce. C'était peut-être un signe, ou peut-être était-ce juste la gentillesse d'un inconnu qui comprenait ce que signifiait être brisé. Que devrais-je faire ? Michel sortit une tablette de son sac, pas son appareil personnel, mais l'une des tablettes de l'entreprise utilisée par le personnel de maintenance pour l'inventaire et les bons de travail. « Je peux t'aider à remplir le formulaire ce soir après mon service. On peut le soumettre via le portail de l'entreprise. Le système indiquera qu'il provient d'une recommandation d'un employé, ce qui le placera automatiquement dans la pile des candidatures prioritaires. » « Une recommandation d'un employé ? Je ne suis qu'un concierge, » dit Michel avec un léger sourire. « Mais je suis quand même un employé, et les employés sont encouragés à recommander des candidats pour le programme de bourse. Ça fait partie de l'initiative communautaire de l'entreprise. » Marcus fixait l'écran de la tablette sur lequel figurait le logo de Chénier Technologies, qui lui avait semblé si intimidant la veille, mais qui ressemblait maintenant à une porte plutôt qu'à un mur. « Pourquoi tu fais ça ? Vraiment ?» Michel resta silencieux pendant un long moment, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. Quand il prit la parole,
sa voix était lourde du poids de 20 ans de regrets et d'amour sans issue. « Parce que je n'ai pas pu empêcher ma fille de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas, dit-il. Mais peut-être que je peux la sauver de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. » Quand il parla, sa voix était chargée de 20 ans de regrets et d'amour sans issue. « Parce que je n'ai pas pu empêcher ma fille de devenir quelqu'un que je ne reconnais plus, dit-il. Mais peut-être que je peux empêcher la tienne de renoncer à ses rêves. Et peut-être que, si on a beaucoup de chance, aider ta fille rappellera à Sophie qui elle était autrefois. » Le café autour d'eux bourdonnait des conversations discrètes des travailleurs, des équipes de construction planifiant leur journée, des employés de bureau prenant un café avant de se rendre à leur travail qui leur permettait de payer leurs factures mais ne réalisaient pas leurs rêves. Michel et Marcus étaient assis au milieu de tout cela. Deux pères séparés par la langue et le milieu social, mais unis par l'amour féroce qu'ils éprouvaient pour leur fille et les efforts qu'ils étaient prêts à faire pour protéger leur avenir. « Il y a autre chose, » dit Michel en fouillant à nouveau dans sa veste. Cette fois, il en sortit une carte de visite. Pas une de ces cartes noires, mates et chères que Sophie avait sur elle, mais une simple carte blanche avec du texte en noir. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier à propos de tes qualifications pour des postes dans l'entreprise. » Marcus prit la carte. Elle était pour une agence de recrutement spécialisée dans le placement de travailleurs dans des entreprises technologiques, pas des programmeurs ou des ingénieurs, mais du personnel de soutien, de gestion des installations, de coordination de projets. Le genre d'emploi qui exigeait des compétences en leadership et le souci du détail plutôt que des diplômes en informatique. « Je connais la propriétaire, » dit Michel. « Elle a placé plusieurs personnes chez Chenir Technologies au fil des ans. Si ça t'intéresse, je peux te présenter. » Marcus leva les yeux, surpris. « Faites ça, monsieur Rivera. Hier, tu es entré dans ce bâtiment avec rien d'autre que de l'espoir et ta dignité. Sophie t'a pris ton espoir et a essayé de détruire ta dignité, mais tu en es sorti la tête haute. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre d'homme que tu es. » Ils passèrent l'heure suivante à remplir la demande de bourse. Michel aida Marcus à naviguer sur le portail en ligne tout en expliquant les réalisations et les aspirations de sa fille. Maria Rivera ressortait des formulaires comme exactement le type d'étudiante que Chenir Technologies prétendait soutenir. Brillante, travailleuse, déterminée à utiliser son éducation pour changer le monde. Pendant qu'il travaillait, Michel racontait des anecdotes sur Sophie lorsqu'elle était enfant, sur sa curiosité et sa gentillesse, sur la petite fille qui réparait gratuitement les ordinateurs des voisins et rêvait d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes plutôt que de les créer. Marcus se surprit presque à éprouver de la compassion pour la femme qui l'avait humiliée, la voyant à travers les yeux d'un père qui se souvenait de l'époque où elle croyait encore qu'il fallait aider les gens. « Elle n'a pas toujours été comme ça, » dit Michel, alors qu'il terminait de la demande. Le système qui était censé la protéger lui a plutôt appris que la vulnérabilité était dangereuse, que se soucier des autres était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Qu'est-ce qui lui est arrivé après ton expulsion ?» Le visage de Michel s'est assombri. 7 familles d'accueil différentes en 5 ans. Certaines étaient bien, d'autres moins. Elle a appris à être autonome parce que personne d'autre ne s'occupait d'elle. À l'âge de 18 ans, lorsqu'elle a quitté le système, elle avait déjà créé sa première entreprise avec l'argent qu'elle avait gagné en donnant des cours particuliers en programmation. La candidature était complète, soumise via le portail des employés avec le code de recommandation de Michel Join. Dans le système, elle ressemblait à n'importe quelle autre recommandation d'employé, indiscernable des dizaines d'autres, à l'exception de la qualité de la candidate et de la solidité de son dossier scolaire. « Combien de temps avant d'avoir des nouvelles ?» demanda Marcus. « Les candidatures sont examinées chaque mois, » répondit Michel. « La prochaine réunion du comité aura lieu dans 2 semaines. Si Maria passe la première sélection, elle sera convoquée pour un entretien. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, conscients de l'ampleur de ce qu'ils venaient de mettre en mouvement. Michel avait passé 3 ans à rassembler son courage pour aborder sa fille. Et maintenant, il orchestrait un plan qui allait forcer une confrontation à laquelle il n'était peut-être pas prêt. Marcus confiait à un inconnu l'avenir de sa fille, misant tout sur l'espoir que quelque part sous l'armure de Sophie Chénirier se trouvait encore un cœur capable de reconnaître un besoin réel. « Monsieur Vasseur », dit finalement Marcus, utilisant le vrai nom de Michel pour la première fois. « Que se passera-t-il si ça marche ? Que se passera-t-il si Maria obtient la bourse et que Sophie découvre que vous avez aidé à ce que cela se réalise ?» Michel sourit tristement. « Alors peut-être que j'aurai enfin l'occasion d'avoir avec ma fille la conversation que j'aurais dû avoir il y a 20 ans. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Michel tendit à Marcus un dernier bout de papier, l'impression d'un article tiré d'un magazine technologique datant de 3 ans, avec la photo de Sophie en couverture. Le titre disait « De la famille d'accueil à la fortune, comment Sophie Chénirier a bâti son empire ». Sur la photo, elle avait l'air plus jeune, moins sur ses gardes, et pendant un instant, Marcus a pu voir des traces de l'enfant dont Michel se souvenait. « Garde ça », a dit Michel.
Pas pour te rappeler ce qu'elle t'a fait, mais pour te rappeler que les gens qui nous font du mal portent généralement leurs propres blessures. Ils se sont séparés sur le trottoir devant Rositas. Deux hommes unis par les circonstances et l'espoir, chacun portant le poids de l'amour d'un père, et sachant que les 2 prochaines semaines détermineraient si cet amour était assez fort pour guérir 20 ans de souffrance et construire un pont au-dessus du gouffre qui séparait Sophie Chénierier de sa fille. Michel avait perdu depuis si longtemps. Alors qu'il marchait vers l'arrêt de bus qui le ramènerait chez lui pour quelques heures de sommeil avant sa prochaine garde, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, cette sensation terrifiante et exaltante qu'est l'espoir. Pour la première fois depuis qu'il avait retrouvé sa fille, il agissait au lieu de se contenter d'observer dans l'ombre. Cela pourrait se terminer en catastrophe, lui coûter le travail qui le maintenait près d'elle, détruire toute chance de réconciliation. Mais ça pourrait aussi rappeler à Sophie Chénierier qu'avant d'être PDG, avant d'être une femme qui a réussi, avant d'être une femme capable de détruire les rêves de quelqu'un sans conséquence, elle était une petite fille qui croyait que l'aide aux autres était la chose la plus importante au monde. Et parfois, pensait Michel alors que le bus arrivait pour le ramener chez lui, la seule façon de retrouver qui on était est d'aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie. La salle de réunion au 42e étage de Chénier Technologies avait été conçue pour intimider. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la skyline de Marseille, tandis que la table de conférence, une pièce unique en bois de rose brésilien qui avait coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, s'étendait comme une piste d'atterrissage sous un éclairage encastré qui mettait tout en relief. Les 12 fauteuils en cuir qui l'entouraient avaient été occupés par certaines des personnes les plus puissantes du monde de la technologie. Des investisseurs en capital risque dont les décisions pouvaient faire ou défaire des industries entières, des membres de conseils d'administration dont la fortune collective dépassait le PIB de petits pays. Les 12 fauteuils en cuir qui l'entouraient avaient été occupés par certaines des personnes les plus puissantes du secteur des technologies. Des capital risqueurs dont les décisions pouvaient faire ou défaire des industries entières. Des membres de conseils d'administration dont la fortune collective dépassait le PIB de petits pays. Sophie Chénierier était assise en bout de table dans sa position habituelle d'autorité, son tailleur gris anthracite impeccable, son expression, le masque de confiance qu'elle avait perfectionné au cours d'une décennie de négociations à haut risque. La réunion trimestrielle du conseil d'administration s'était déroulée exactement comme prévu. Les rapports financiers affichaient une croissance continue, des projets d'expansion sur les marchés asiatiques, des discussions sur une éventuelle introduction en bourse qui valoriserait l'entreprise à plus de 5 milliards de dollars. Tout se déroulait selon le scénario soigneusement orchestré qui avait fait de Chénier Technologies l'une des entreprises les plus prospères du nord-ouest du Pacifique. Puis Michel Vasseur est entré dans la salle. Il n'avait pas sa place ici, et tout le monde l'a tout de suite remarqué. Alors que les membres du conseil d'administration portaient des costumes qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, Michel était habillé de l'uniforme standard du personnel d'entretien de Chénier Technologies. Un pantalon bleu marine, une chemise bleu clair avec le logo de l'entreprise brodé sur la poche et des bottes de travail qui avaient parcouru des milliers de kilomètres sur des sols polis. Il tenait dans ses mains un dossier en carton et une tablette électronique. Des objets qui semblaient complètement déplacés dans une pièce où les décisions étaient prises à l'aide d'ordinateurs portables élégants et de supports de présentation conçus sur mesure. « Sécurité !» a immédiatement dit Sophie d'une voix autoritaire et embarrassée. « Nous avons un intrus dans la salle de réunion. » Mais Michel ne se dirigea pas vers la sortie. Au lieu de cela, il se dirigea calmement vers l'autre bout de la table de conférence, posa son dossier et sa tablette et regarda directement sa fille pour la première fois depuis 20 ans. « Je m'appelle Michel Vasseur, » dit-il, sa voix trahissant le léger accent qui s'était accentué avec l'âge et l'émotion. « Et je ne suis pas un intrus, je suis un actionnaire. » Le silence se fit dans la pièce, à l'exception du murmure de la climatisation et du bourdonnement lointain de la ville 42 étages plus bas. Patricia Kowalski, membre du conseil d'administration et capital risqueuse avec 30 ans d'expérience dans les OPA hostiles et les guerres d'entreprise, se pencha légèrement en avant. « Excusez-moi. » Michel ouvrit son dossier avec un soin particulier, comme quelqu'un qui manipule des documents qui ont été lus et relus jusqu'à ce que les bords soient usés par l'usage. En 2015, j'ai investi toutes mes économies, soit 47 000 $, dans une start-up appelée Synergy App, fondée par un programmeur de 18 ans qui travaillait dans un studio à Auckland. Il regarda Sophie droit dans les yeux, dont le visage était devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Cette start-up est devenue Chénier Technologies. Cette programmatrice de 18 ans est ma fille. La tablette dans les mains de Michel s'anima au toucher de son doigt. Elle affichait une présentation qu'il avait passé des semaines à préparer pendant ses pauses déjeuner et ses nuits blanches.
La première diapositive montrait les documents de constitution de la société datant de 2015, qui désignaient Michel Vasseur comme principal investisseur de Synergy App LLC. La deuxième diapositive montrait des relevés bancaires de virements électroniques soigneusement documentés et juridiquement contraignants. La troisième montrait la restructuration qui avait transformé Synergy App en Chénier Technologies et l'investissement initial de Michel en une société qui valait désormais environ 235 millions de dollars. « Tu nous dis », a dit David Chénier, membre du conseil d'administration et parent de Sophie, malgré le nom de famille commun, que tu es le mystérieux investisseur initial que nous n'avons jamais réussi à retrouver. Michel a hoché la tête. J'ai utilisé une fiducie créée par un avocat au Mexique. Des documents complexes conçus pour protéger mon investissement et la société de ma fille de mon statut d'immigrant à l'époque. Il tapota à nouveau sur la tablette, montrant des documents juridiques qui retraçaient le parcours administratif de Michel Vasseur, de l'Esperanza Family Trust à Synergy App, puis à Chénier Technologies. Je suis propriétaire bénéficiaire d'environ 12% de cette société depuis 8 ans. Sophie se leva lentement, les mains appuyées à plat sur la table en bois de rose. C'est impossible. Mon premier investisseur était anonyme, Michel conclut-il. Je ne pouvais pas prendre le risque d'être associé à votre entreprise tant que mon statut d'immigrant n'était pas réglé. Je ne pouvais pas risquer de compromettre vos chances en associant le nom d'un père expulsé à votre entreprise. Ces mots frappèrent Sophie comme des coups physiques. Elle fixa l'homme qui venait d'entrer dans son monde soigneusement contrôlé et de faire exploser une bombe faite de vérité et de documents juridiques. Son visage était plus âgé, marqué par des décennies de travail acharné et d'inquiétude, mais ses yeux étaient indubitables. C'étaient ses yeux, du même brun foncé, qui la regardaient dans les miroirs, avec la même intensité qu'il avait aidé à tenir tête à ses concurrents et aux investisseurs qui pensaient qu'une jeune femme ne pouvait pas bâtir un empire. « Toi », murmura-t-elle, et ce mot portait en lui 20 ans de colère, d'abandon et d'espoir désespéré et enfoui. « Tu m'as abandonné. » Michel perdit son sang-froid pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. « J'ai été expulsé, Miha. Les agents de l'immigration sont venus au milieu de la nuit. Je me suis battu pendant 7 ans pour te retrouver, mais à ce moment-là, tu avais disparu dans le système. » La salle de réunion était devenue le théâtre d'un drame familial des plus intimes. 12 inconnus puissants regardaient Sophie Chénierty, la femme qui avait bâti sa réputation sur son caractère inébranlable, s'effondrer en temps réel. Sa respiration était devenue superficielle. Ses mains tremblaient légèrement, et pour la première fois depuis des décennies, elle était exactement ce qu'elle était. Une femme qui avait passé la moitié de sa vie à croire qu'elle avait été abandonnée par la seule personne qui l'avait jamais vraiment aimée. « Tu aurais pu me retrouver, dit-elle, la voix brisée. Quand tu es revenu, tu aurais pu. »« J'ai essayé, » dit Michel, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai engagé des détectives privés, j'ai contacté toutes les agences, j'ai cherché pendant des années, mais tu as changé de nom et les dossiers d'adoption d'adultes sont scellés. Tu es devenue Sophie Chénierier à l'âge de 18 ans. Sophie Vasseur a disparu. Rebecca Martinez, membre du conseil d'administration et avocate d'entreprise réputée pour son analyse glaciale, s'est éclairci la gorge. Bien qu'il s'agisse clairement d'une affaire personnelle, je ne vois pas pourquoi cela nécessite une réunion du conseil d'administration. Parce que, a répondu Michel en revenant à la question qui nous occupait. Il y a 3 jours, j'ai vu la PDG de cette entreprise humilier publiquement un homme qui était venu ici pour chercher du travail. Je l'ai vu déchirer son CV et le faire escorter par la sécurité sous les yeux de tous les employés présents dans la pièce. Il tapota à nouveau sur sa tablette et la présentation passa à une nouvelle diapositive. Les images de la caméra de sécurité du hall datées de 3 jours plus tôt montraient la rencontre entre Sophie et Marcus Rivera avec une netteté incroyable. Le son était suffisamment clair pour entendre chaque mot, chaque rire cruel et chaque bruit de papier déchiré. « Je travaille dans ce bâtiment depuis 3 ans, a poursuivi Michel, d'une voix de plus en plus forte, passant du rôle de père en deuil à celui d'actionnaire de l'entreprise exigeant des comptes. J'ai vu cette entreprise grandir, j'ai vu les bénéfices augmenter, j'ai vu le cours de l'action monter, mais j'ai aussi vu la culture changer. J'ai vu comment les employés sont traités quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. » Les images ont été diffusées en silence. Les 12 membres du conseil d'administration regardaient leur PDG adopter un comportement qui violait toutes les politiques de diversité et d'inclusion mises en place par l'entreprise et toutes les déclarations publiques qu'ils avaient faites sur la responsabilité d'entreprise et l'engagement communautaire. Quand Sophie a qualifié le CV de Marcus de pathétique et a commencé à le déchirer, plusieurs membres du conseil d'administration ont visiblement grimacé. « Cet homme, a dit Michel en avançant vers une diapositive montrant le CV reconstitué de Marcus, a 18 ans d'expérience dans la gestion de projet et la direction d'équipe.
Il est surqualifié pour une douzaine de postes dans cette entreprise. Il a été rejeté non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il n'avait pas les vêtements et la technologie appropriée. Patricia Kowalski se cala dans son fauteuil, son expression passant de la curiosité à la calculatrice. Vous suggérez que notre PDG s'est livré à des pratiques d'embauche discriminatoires. Je pense que ton PDG a oublié que cette boîte a été montée par quelqu'un qui n'avait rien, a répondu Michel. Quelqu'un qui savait ce que c'était d'avoir besoin d'aide et de ne pas pouvoir s'acheter les bons vêtements ou la bonne technologie. Sophie était restée debout pendant toute la présentation de Michel, son visage passant par toutes les émotions comme un diaporama en boucle. Colère, chagrin, reconnaissance, honte. Elle retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût rauque et tendue. « Vous ne comprenez pas », dit-elle en regardant autour de la table les membres du conseil d'administration qui la regardaient comme si elle était une étrangère. « J'ai construit cette entreprise à partir de rien. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai vécu de nouilles instantanées. J'ai tout sacrifié pour devenir quelqu'un qui détruit l'espoir des autres pour le plaisir. » Michel demanda doucement. « C'est ça le succès, Sophie? C'est ça que tu voulais devenir ?» La question restait en suspens, comme une accusation. Sophie fixait son père. Après avoir passé 20 ans à croire qu'il était simplement parti, elle sentit quelque chose changer profondément en elle. L'armure qu'elle avait construite, les murs qu'elle avait érigés, la personnalité qu'elle s'était forgée pour survivre dans un monde qui ne lui avait jamais montré la moindre pitié, tout cela lui semblait soudain insupportablement lourd. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais que tu étais parti. Je pensais que tu ne voulais pas. Je n'ai jamais cessé de te vouloir, » dit Michel, et sa voix portait le poids de 2 décennies de chagrin refoulé. « Chaque dollar que j'ai investi dans ton entreprise, chaque nuit que j'ai passé à nettoyer tes bureaux, chaque fois que je t'ai regardé à travers ces fenêtres travailler jusqu'à minuit, c'était tout ça, parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » David Chénier, membre du conseil d'administration, regarda le père et la fille, puis ses collègues membres du conseil. « C'est sans précédent. Nous devons en discuter. »« Il y a autre chose, » dit Michel en reprenant sa présentation. Cette fois, la diapositive montrait Maria, la fille de Marcus Rivera, avec sa photo d'école, ses résultats scolaires et sa lettre d'acceptation au MIT. Il y a 3 jours, pendant que tu humiliais cet homme dans ton hall, sa fille était à l'école, convaincue que son père trouverait un moyen de réaliser ses rêves. Elle a été acceptée au MIT avec une bourse d'études complète, mais celle-ci ne couvre que les frais de scolarité, le logement, les livres et les frais de subsistance. Cela représente 40 000 $ supplémentaires par an qu'ils n'ont pas. La diapositive suivante montrait le programme de bourse d'études de Chénier Technologies. L'initiative même que Sophie avait lancée 2 ans plus tôt en grande pompe et avec une large couverture médiatique. La diversité dans l'enseignement des STEM, pour ouvrir des portes aux leaders de demain. La devise du programme était 25 bourses d'études complètes par an pour des étudiants prometteurs issus de familles à faible revenu. Hier, Michel a poursuivi. Monsieur Rivera et moi avons soumis une candidature pour sa fille via le système de recommandation des employés. Maria Rivera est exactement le type d'étudiante que ce programme a été conçu pour aider. Des notes parfaites, des résultats exceptionnels au test. Admise dans l'un des programmes d'ingénierie les plus prestigieux au monde, il regarda Sophie droit dans les yeux. La candidature est actuellement dans ta boîte de réception, en attente d'approbation finale. Une seule signature de ta part et cette jeune fille pourra poursuivre ses rêves. Une signature et peut-être vous souviendrez-vous de ce que l'on ressent lorsque l'on croit que le succès doit élever les gens au lieu de les détruire. Sophie s'enfonça dans sa chaise, submergée par l'ampleur de ce qui se passait. En l'espace de 20 minutes, sa compréhension de toute sa vie avait été fondamentalement bouleversée. Le père qu'elle avait détesté pour l'avoir abandonnée s'était en fait battu pour revenir vers elle. Le succès qu'elle avait bâti grâce à sa détermination sans faille l'avait transformé en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. L'homme qu'elle avait humilié dans le hall était lié à son histoire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Tu m'as observé, » dit-elle finalement. « Pendant 3 ans, tu étais dans cet immeuble à m'observer. » Michel acquiesça. « J'ai trouvé un emploi ici dans l'espoir de trouver le courage de t'aborder. Chaque soir, je nettoyais autour de ton bureau pendant que tu travaillais. Je t'ai vu t'endormir dans ton bureau, je t'ai vu travailler pendant les vacances, je t'ai vu te pousser jusqu'à t'effondrer d'épuisement, et tu n'as jamais rien dit. J'avais honte, » admit Michel. « Honte d'avoir été absent si longtemps. Honte d'être juste un concierge dans l'entreprise que ma fille avait bâtie. Honte que tu sois peut-être mieux sans moi. » Rebecca Martinez avait pris des notes tout au long de la présentation. Son esprit juridique analysait les implications. « Monsieur Vasseur, que demandez-vous exactement à ce conseil d'administration ?» Michel se redressa, endossant pleinement le rôle d'actionnaire inquiet plutôt que celui de père en deuil. « Je vous demande de tenir votre PDG responsable d'un comportement qui enfreint les valeurs déclarées de l'entreprise et expose potentiellement Chénier Technologies à une responsabilité juridique importante.
Je vous demande de vous demander si quelqu'un qui traite les candidats à un emploi avec une telle cruauté est apte à représenter cette entreprise dans les forums publics. Et personnellement, Patricia Kowalski demanda « Que voulez-vous de votre fille ?» Michel regarda Sophie, voyant au-delà du costume coûteux et de la façade soigneusement contrôlée, la petite fille qui l'aidait à réparer les ordinateurs dans leur garage. « Je veux qu'elle approuve la demande de bourse de Maria Rivera. Je veux qu'elle présente personnellement ses excuses à Marcus Rivera pour ce qu'elle a fait. Et je veux qu'elle se souvienne que le plus grand succès au monde ne signifie rien si tu dois devenir quelqu'un d'horrible pour l'obtenir. » La salle de réunion devint silencieuse, à l'exception du bruit de Patricia Kowalski tapotant son stylo contre son bloc-notes. Finalement, elle prit la parole. Ce conseil d'administration doit discuter de ces questions en séance à huis clos. Sophie, je vais te demander de sortir pendant que nous délibérons. Sophie se leva lentement, les jambes tremblantes. En arrivant à la porte, elle se retourna vers Michel. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Depuis combien de temps me cherchez-vous ?»« Tous les jours depuis 20 ans, répondit-il. Et maintenant que je vous ai trouvé, je ne vous laisserai pas réapparaître. » La délibération a duré 3 heures. À travers les fenêtres de la salle de conférence, Michel pouvait voir Sophie dans son bureau d'angle, affalée sur sa chaise, le regard perdu dans le vide. Elle n'avait pas bougé depuis 2 heures, n'avait pas répondu au téléphone et n'avait pas répondu aux messages de plus en plus affolés de son assistant. Elle ressemblait à quelqu'un dont tout l'univers venait d'être révélé comme une illusion. Lorsque le conseil d'administration les rappela enfin dans la salle, Patricia Kowalski avait l'air grave. « Nous avons pris plusieurs décisions », annonça-t-elle. Tout d'abord, avec effet immédiat, Sophie Chénier est démise de ses fonctions de PDG de Chénier Technologies dans l'attente d'une enquête approfondie sur sa conduite et ses pratiques de gestion. La brusque inspiration de Sophie fut audible dans toute la salle. « Vous ne pouvez pas faire ça. On peut et on l'a fait », dit fermement David Chénier. « Ton comportement envers M. Rivera n'était pas seulement moralement répréhensible, il était juridiquement poursuivable. L'entreprise pourrait faire l'objet de poursuites pour discrimination, de plaintes pour environnement de travail hostile et subir un préjudice important à sa réputation publique. » Rebecca Martinez consulta ses notes. « Cependant, tu conserveras ton poste de directeur de la technologie et ta participation dans l'entreprise. Tes contributions techniques sont indéniables et ta vision a été cruciale pour notre succès. Mais ton style de leadership est devenu un handicap que ce conseil d'administration ne peut ignorer. » Michel ne ressentait aucune satisfaction à voir sa fille détruite professionnellement. Il voulait qu'elle rende des comptes, pas qu'on la détruise. Mais les membres du conseil d'administration étaient avant tout des hommes d'affaires et ils avaient pris une décision calculée pour protéger l'entreprise des conséquences de la cruauté de Sophie. Deuxièmement, a poursuivi Patricia, ce conseil demande au PDG par intérim d'approuver immédiatement la demande de bourse de Maria Rivera et de présenter des excuses publiques à Maria et à son père. Monsieur Rivera se verra également proposer un poste dans notre service de gestion des installations, à la hauteur de son expérience et de ses qualifications. Troisièmement, a ajouté David. Troisièmement, David a ajouté « Monsieur Vasseur, votre position d'actionnaire vous donne droit à un siège au sein de ce conseil d'administration si vous acceptez de l'accepter. Votre point de vue en tant qu'investisseur initial et en tant que personne qui comprend l'entreprise de fond en poil pourrait être inestimable. » Michel a regardé autour de la table les 11 visages qui le regardaient avec impatience. Une semaine auparavant, il était invisible. Un homme en uniforme qui vidait les poubelles et lavait les sols. Aujourd'hui, on lui offrait une place à la table où se prenaient les décisions les plus importantes. « Je vais y réfléchir », dit-il finalement. « Mais d'abord, je dois parler à ma fille. » La salle de réunion se vida lentement, ne laissant que Michel et Sophie face à face, séparés par la vaste bois de roses brésilien. Sophie semblait plus petite, comme rapetissée par la perte de son titre et le poids des révélations qu'elle était encore en train d'assimiler. « 20 ans, dit-elle enfin. Tu m'as cherché pendant 20 ans. » Michel acquiesça. « Je n'ai jamais cessé de croire que je te retrouverais. Même quand les avocats ont dit que c'est sans espoir, même quand les enquêteurs n'ont rien trouvé, je n'ai jamais perdu espoir. J'ai bâti cette entreprise en pensant que j'étais seule, » dit Sophie d'une voix à peine audible. « En pensant que je devais être impitoyable parce que personne ne prendrait soin de moi si je ne réussissais pas. » « Tu n'as jamais été seule, » répondit Michel. « Tu ne pouvais simplement pas me voir. » Sophie regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait sous leurs yeux, l'empire qu'elle avait bâti et presque perdu en un seul après-midi. « Je suis devenu quelqu'un d'horrible, n'est-ce pas ? Tu es devenu quelqu'un d'effrayé, » corrigea Michel doucement. « Quelqu'un qui confondait la force avec la cruauté, le succès avec l'isolement. Mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. » Pour la première fois en 20 ans, Sophie Chénier pleura. Pas les larmes contrôlées d'une émotion stratégique qu'elle avait apprise à déployer lors des négociations, mais les sanglots bruts et laids d'un enfant qui avait enfin retrouvé le chemin de la maison.
Michel se leva et contourna la table, prenant sa fille dans ses bras comme il l'avait fait quand elle était petite et que le monde lui semblait trop grand et effrayant pour qu'elle puisse s'y retrouver seule. « Je suis désolée », murmura-t-elle contre son épaule. « Je suis tellement désolée de ce que je suis devenue. »« Moi aussi, je suis désolée », répondit Michel en la serrant dans ses bras alors qu'elle s'effondrait et commençait le long processus de reconstruction. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger et t'empêcher de devenir quelqu'un que tu devais être pour survivre. » Dehors, Marseille continuait son quotidien, sans se douter que dans une salle de réunion, 42 étages plus haut, un père et sa fille avaient enfin la conversation qui aurait dû avoir lieu 20 ans plus tôt. C'était une conversation sur l'amour et la perte, sur le prix à payer pour réussir, et sur la possibilité qu'il ne soit jamais trop tard pour se souvenir de qui on était avant que le monde nous apprenne à être quelqu'un d'autre. Et dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, Marcus Rivera répondait au téléphone pour apprendre que les rêves de sa fille étaient sur le point de se réaliser, grâce à un homme qui avait passé 2 décennies à prouver que certains types d'amour sont assez forts pour surmonter n'importe quelle distance, survivre à n'importe quelle séparation et guérir même les blessures les plus profondes. La pluie avait commencé avant l'aube et ne semblait pas vouloir s'arrêter, transformant les rues de Marseille en rivières grises qui reflétaient les nuages bas comme des miroirs brisés. Sophie Chénierier était assise dans sa Range Rover devant l'immeuble de Marcus Rivera, le moteur en marche, mais les mains gelées sur le volant. Elle était là depuis 20 minutes, regardant l'eau ruisseler sur le pare-brise, tout en essayant de trouver le courage de franchir ses portes et d'affronter l'homme dont elle avait tenté de détruire la dignité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion du conseil d'administration qui lui avait retiré son titre et l'avait forcée à affronter la personne qu'elle était devenue. 3 semaines de nuit blanche passées à fixer le plafond de son appartement-terrasse, entouré de meubles chers et d'œuvres d'art abstrait qui lui avaient autrefois semblé être des trophées, mais qui ressemblaient désormais à des preuves de tout ce qu'elle avait perdu dans sa quête du succès. Son bureau d'angle avait disparu. Son assistant exécutif avait disparu. Le flux constant de réunions et de décisions qui avait défini son existence pendant une décennie, tout s'était évaporé en l'espace d'un après-midi. Mais le plus dur n'était pas l'humiliation professionnelle ou les chuchotements qui cessaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Le plus dur était de se regarder dans le miroir et de voir une étrangère, quelqu'un qui avait oublié que le succès était censé rendre plus humain, et non moins. Michel était assis à côté d'elle sur le siège passager. Sa présence était à la fois réconfortante et stimulante, d'une manière qu'elle apprenait encore à appréhender. Avoir un père, après avoir passé 20 ans à croire qu'elle était fondamentalement seule au monde, était comme apprendre une nouvelle langue, des sons familiers qui avaient une signification différente de celle qu'elle leur avait toujours attribuée. Ils avaient passé les 3 dernières semaines à discuter, vraiment, parfois jusqu'au lever du soleil, comblant les lacunes de 2 décennies avec des histoires et des explications et le travail lent et minutieux de reconstruction de la confiance. Il lui avait parlé de ses années au Mexique, de son boulot de mécanicien à Tijuana, où il avait bossé 18 heures par jour pour économiser de l'argent pour les avocats et les frais d'immigration, des nuits qu'il avait passées à fixer le plafond d'un appartement d'une pièce, se demandant si sa fille était en sécurité, si elle mangeait assez, si quelqu'un l'aidait à faire ses devoirs, ou lui apprenait à conduire, ou simplement l'écoutait quand elle avait besoin de parler. Il lui a parlé de la culpabilité qui le rongeait comme de l'acide, de la certitude que sa petite fille était quelque part dans le monde, apprenant à survivre sans lui. Sophie lui avait parlé des familles d'accueil, de la façon dont elle avait appris à mettre toutes ses affaires dans un seul sac poubelle, car la permanence était une illusion et la confiance un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle lui avait parlé de la famille qui avait fermé le frigo la nuit et de celle qui avait complètement oublié son 14e anniversaire. Elle lui avait parlé du moment où elle avait compris que si elle voulait survivre, elle devait devenir quelqu'un qui ne laisse personne entrer dans sa vie. Elle lui avait parlé de la famille qui verrouillait le réfrigérateur la nuit et de celle qui avait complètement oublié son 14e anniversaire. Elle lui avait parlé du moment où elle avait compris que si elle voulait survivre, elle devait devenir quelqu'un qui n'avait besoin ni de la permission, ni de la gentillesse, ni de l'amour de personne. « Tu n'as pas à faire ça aujourd'hui », dit Michel doucement, sa voix couvrant le bruit de la pluie sur le métal. « On peut attendre que tu sois prête. » Sophie secoua la tête, lâchant enfin le volant. « J'ai attendu 3 semaines. Si j'attends plus longtemps, je vais me convaincre que c'est facultatif. » Elle se tourna vers lui. Cet homme qui partageait ses yeux et son menton obstiné, qui avait investi toutes ses économies dans son entreprise alors qu'elle avait 18 ans, qu'elle était désespérée et brillante. De plus, Maria Rivera commence ses études au MIT dans 6 semaines. Si on veut faire les choses correctement, c'est maintenant qu'il faut agir. La lettre de bourse avait été la partie la plus facile. Sophie l'avait signée le jour même où le conseil d'administration avait voté sa destitution PDG.
Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle avait écrit son nom sur le document qui allait changer la vie de Maria Rivera. Les frais de scolarité, le logement, la pension, les livres et une allocation qui lui permettrait de se concentrer sur ses études au lieu de travailler 20 heures par semaine pour survivre. C'était le moins qu'elle puisse faire, mais ce n'était pas suffisant pour réparer le tort qu'elle avait causé au père de la jeune fille. L'immeuble était ancien, construit peut-être dans les années 70, avec des murs en briques délavés d'un rouge poussiéreux et des fenêtres donnant sur une cour où des vélos d'enfants étaient appuyés contre une clôture grillagée. C'était le genre d'endroit où vivaient les gens qui reconstruisaient leur vie, qui essayaient de joindre les deux bouts tout en conservant un semblant de dignité. Sophie avait vécu dans des endroits comme celui-ci. Elle avait appris à considérer des appartements anonymes comme son chez elle, car son chez elle était là où elle dormait. Ils montèrent 2 étages, leurs pas résonnant dans une cage d'escalier qui sentait légèrement les épices et les produits d'entretien. Michel portait un dossier contenant l'offre d'emploi de Marcus en tant que directeur de la sensibilisation communautaire, chargé de superviser un nouveau programme visant à mettre en relation Chénier Technologies avec des organisations locales au service des familles à faible revenu. C'était un vrai boulot avec de vraies responsabilités, pas de la charité déguisée en emploi, mais une opportunité pour quelqu'un avec l'expérience de Marcus de faire une différence qui allait au-delà des rapports trimestriels sur les bénéfices. Sophie frappa à la porte marquée 2B. Ses jointures effleurèrent à peine le bois avant qu'elle n'entende des pas s'approcher. La porte s'ouvrit, laissant apparaître une adolescente aux cheveux bruns, attachée en queue de cheval et aux yeux étincelants d'intelligence et de curiosité. Ça devait être Maria Rivera, la fille dont l'avenir était devenu un champ de bataille entre le passé et le présent de Sophie. « Je peux vous aider ?» demanda Maria d'une voix polie mais prudente. Elle portait un sweatshirt du MIT qui semblait neuf, probablement un cadeau de son père pour l'aider à visualiser le rêve qui semblait impossible quelques semaines plus tôt. « Nous sommes venus voir votre père, » dit Sophie. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. « Je suis Sophie Chénierier, de Chénier Technologies. » Maria eut un éclair de reconnaissance sur le visage, rapidement suivi d'une expression plus difficile à déchiffrer. Elle avait probablement entendu parler de ce qui s'était passé dans le hall d'entrée. Elle savait sans doute que cette femme était la raison pour laquelle son père était rentré ce jour-là. L'air comme si quelqu'un l'avait vidé de son âme. « Papa !» appela Maria par-dessus son épaule, sans quitter Sophie et Michel des yeux. « Quelqu'un est là pour te voir. » Marcus apparut dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, son expression passant de la curiosité à la lassitude lorsqu'il vit qui se tenait dans son couloir. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 3 semaines, usé par le chômage et l'incertitude, mais ses épaules étaient toujours droites et ses yeux conservaient cette dignité tranquille qui avait impressionné Michel dès le premier regard. « Mademoiselle Chénier, » dit Marcus d'une voix soigneusement neutre. « Monsieur Vasseur, je ne vous attendais pas. » Sophie se força à soutenir son regard, à voir au-delà de son propre malaise pour regarder l'homme à qui elle avait fait du tort. « On peut entrer ? J'ai des choses à vous dire, et je préférerais ne pas les dire dans le couloir. » Marcus hésita un instant, puis s'écarta pour les laisser rentrer. L'appartement était petit, mais méticuleusement propre, meublé avec des meubles qui avaient clairement été choisis pour leur durabilité plutôt que leur style. Des photos de famille couvraient un mur, Maria à différents âges, lors d'événements scolaires, de fêtes d'anniversaire. La documentation minutieuse d'un père faisant de son mieux pour créer des souvenirs malgré des ressources limitées. Sophie se surprit à regarder une photo de Maria, âgée d'environ 10 ans, souriant à côté d'un projet scientifique sur les énergies renouvelables, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je peux vous offrir un café ? De l'eau ?» demanda Marcus, retombant dans ses habitudes d'hospitalité, même dans une situation délicate. « Un café, ce serait bien ?» dit Michel, ce qui lui valut un regard reconnaissant de Sophie. Elle avait besoin d'un moment pour trouver ses mots, pour organiser les excuses qu'elle répétait depuis 3 semaines, afin qu'elles semblent sincères plutôt que préparées. Ils s'assirent dans le petit salon, tandis que Marcus et Maria s'affairaient dans la cuisine, leur conversation trop basse pour être entendue, mais leurs gestes suggérant un débat sur l'opportunité de faire confiance à ces visiteurs inattendus. Sophie en profita pour observer l'espace que Marcus avait aménagé pour sa fille, la bibliothèque remplie de livres scolaires avancés et de romans classiques. Le bureau était placé près de la fenêtre pour profiter de la meilleure lumière. La petite collection de récompenses et de certificats témoignait d'une jeune femme brillante, élevée par un père qui comprenait la valeur de l'éducation, même s'il n'avait pas les moyens de la lui offrir facilement. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, » dit-il, se tournant vers Sophie. « Je sais que tu as dû passer une nuit difficile. » Sophie hocha la tête, essayant de contenir ses larmes. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. » Elle se leva et s'approcha de Marcus, lui serrant la main. « Je suis vraiment désolée. Tiens, » dit Maria en revenant avec un plateau sur lequel se trouvaient des tasses de café et une assiette de biscuits qui semblait fait maison.
Elle avait perdu un peu de sa fatigue initiale, remplacée par la curiosité propre à une jeune fille de 17 ans qui découvre quelque chose qui sort de son quotidien. Sophie accepta le café avec gratitude, enroulant ses mains autour de la tasse en céramique chaude comme si c'était une bouée de sauvetage. Merci et félicitations pour le MIT, c'est une réussite incroyable. Le visage de Maria s'illumina de la joie que procure le fait que quelqu'un reconnaisse ce pourquoi elle avait travaillé pendant des années. Merci. Je n'arrive toujours pas à y croire que c'est vrai. C'est vrai, dit Sophie. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Marcus et Maria la regardèrent plus attentivement. Et tu l'as mérité à 100%. Marcus s'installa dans un fauteuil en face du canapé où Sophie et Michel étaient assis, son attitude toujours sur la défensive, mais plus ouvertement hostile. Mademoiselle Chénier, j'apprécie que vous soyez venue, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Sophie posa sa tasse de café et prit une inspiration qui lui donna l'impression de plonger dans de l'eau froide. C'est à propos du fait qu'il y a 3 semaines, je t'ai traité comme si tu étais invisible, sans valeur à mes yeux. C'est à propos du fait que je t'ai pris ton espoir et ta dignité, et que j'ai essayé de les détruire devant une salle remplie de gens qui auraient dû savoir mieux que de rester là à regarder. Les mots flottaient dans l'air comme une confession. Maria regarda son père et Sophie, commençant à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple réunion de travail, mais de quelque chose de plus personnel et de plus compliqué. « Je t'ai humilié parce que j'avais peur », poursuivit Sophie, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle surmontait son malaise. « Je n'avais pas peur de toi en particulier, mais de ce que tu représentais. Tu me rappelais d'où je venais, ce que j'étais avant d'apprendre à me blinder derrière le succès et à me convaincre que la cruauté n'était qu'une autre stratégie commerciale. » Marcus étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de contrôle des dégâts, mais ne trouvant que l'honnêteté brute de quelqu'un qui disait enfin la vérité après des années de mensonges à soi-même. « J'ai grandi dans des familles d'accueil, » dit Sophie, s'adressant autant à Maria qu'à Marcus. 7 foyers différents entre 12 et 18 ans. J'ai appris très tôt que le monde était divisé entre ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui ne l'avaient pas, et j'étais déterminée à ne plus jamais être impuissante. Elle regarda autour d'elle, ne voyant plus dans cet appartement la preuve de difficultés financières, mais celle de l'amour et de la détermination. Mais à un moment donné, j'ai confondu le fait d'avoir du pouvoir avec le fait de l'utiliser pour blesser les gens. J'ai oublié que la force était censée protéger les autres, pas les détruire. Michel tendit le bras et posa sa main sur le bras de Sophie, un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu aux yeux de Marcus et Maria. « Ma fille a passé les 3 dernières semaines à se souvenir de qui elle était, » dit-il doucement, « et à essayer de découvrir qui elle veut devenir. » Acquiesça Sophie, reconnaissante de la présence de son père d'une manière qu'elle apprenait encore à exprimer. La bourse pour Maria n'était qu'un début. Je veux faire plus pour ta famille et pour d'autres familles comme la tienne. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si tu peux me pardonner. Pas comme une transaction commerciale ou un coup de pub, mais comme un être humain qui demande à un autre une seconde chance. Marcus resta silencieux pendant un long moment, son regard passant du visage de Sophie à l'expression fascinée et de plus en plus compréhensive de sa fille. Finalement, il prit la parole. « Mademoiselle Chénier, il y a 3 semaines, vous m'avez fait me sentir plus petit que je ne me suis jamais senti de toute ma vie. Vous avez pris 18 ans de travail honnête et vous les avez rendus inutiles. Vous m'avez humilié devant des gens qui se souviendront probablement de ce moment plus longtemps que de toute autre chose à mon sujet. » Sophie grimaça, mais ne détourna pas le regard. Elle méritait d'entendre cela. Elle avait besoin de comprendre toute la portée de ce qu'elle avait fait. Mais Marcus continua. « J'ai aussi passé les 3 dernières semaines à regarder le visage de ma fille s'illuminer chaque fois qu'elle parlait du MIT, sachant que ce rêve n'est possible que grâce aux décisions que tu as prises après cette journée. Je suis donc prête à écouter ce que tu as à dire. » Sophie sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas vraiment un soulagement, mais plutôt la possibilité d'une rédemption. « On veut t'offrir un travail, » dit-elle. « Un vrai poste avec de vraies responsabilités, pas de la charité déguisée en emploi. » Michel ouvrit son dossier et tendit un paquet de documents à Marcus. « Directeur des relations avec la communauté pour Chénier Technologies. Tu seras chargé de développer des partenariats avec des organisations locales, de créer des programmes pour aider les familles défavorisées à accéder à la technologie et à l'éducation, et de superviser notre programme élargi de bourses d'études. » Marcus lut la description du poste et l'offre de salaire, les sourcils légèrement haussés. C'était plus que ce qu'il gagnait comme chef de chantier avec tous les avantages sociaux et la participation au capital. C'est un vrai poste avec un vrai budget et une vraie autorité. Sophie confirma que le conseil d'administration avait approuvé la création du nouveau département à l'unanimité. Ils veulent quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Quelqu'un qui ne traitera pas les familles que nous aidons comme des statistiques ou des opportunités de relations publiques. Maria se pencha par-dessus l'épaule de son père pour lire les documents, sa joie à peine contenue. «
Papa, c'est parfait pour toi. Tu te souviens que tu disais que tu voulais aider d'autres enfants à avoir les mêmes chances que moi? Marcus regarda sa fille, voyant l'espoir et la fierté dans ses yeux, puis se tourna vers Sophie et Michel. Pourquoi moi? Il doit y avoir des centaines de personnes plus qualifiées pour ce genre de travail. Parce que Sophie a dit « Tu sais comment garder ta dignité quand le monde essaye de te l'enlever. Tu es quelqu'un qui continue de se battre pour sa famille, même lorsque tout est contre toi. Et parce qu'il y a 3 semaines, quand j'étais au plus bas, tu m'as quand même traité comme un être humain. » Sophie fouilla dans son sac à main et en sortit un autre document. Celui-ci portait l'entête d'un cabinet d'avocats plutôt que celui de Chénier Technologies. Il y a autre chose. Je crée une fondation spécialement destinée à aider les enfants de parents célibataires. Des bourses d'études complètes, des programmes de mentorat, une aide financière d'urgence pour les familles en difficulté. Elle tendit le document à Marcus, les mains désormais fermes. Je la finance à hauteur de 50 millions de dollars provenant de ma fortune personnelle, et je veux que tu m'aides à la diriger. Pas en tant qu'employé, mais en tant que partenaire, quelqu'un qui comprend les familles et que nous allons aider, car tu as fait partie de ces familles. Marcus fixait les documents juridiques, les chiffres qui représentaient plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé avoir et encore moins contrôler. Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu ça? Parce que mon père a passé 20 ans à essayer de me retrouver. Et quand il a enfin réussi, il a découvert que j'étais devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus, dit Sophie, la voix émue. Parce que Maria mérite de poursuivre ses rêves, et qu'il y a des milliers d'autres enfants comme elle qui méritent la même chance. Et parce que peut-être qu'aider d'autres personnes à se souvenir de leurs valeurs m'aidera à me souvenir de la mienne. Michel regardait sa fille avec une fierté tranquille, voyant en elle l'enfant qu'il avait élevé, la fille qui passait autrefois ses week-ends à réparer les ordinateurs de ses voisins âgés qui n'avaient pas les moyens de payer un réparateur. Sophie a eu une seconde chance, dit-il à Marcus. Elle espère que tu lui donneras l'occasion de prouver qu'elle la mérite. Maria regarda les adultes dans la pièce, son regard d'adolescente transperçant la complexité de la culpabilité et de la rédemption avec une clarté surprenante. Mademoiselle Chénier, je peux te poser une question. Sophie acquiesça. Quand tu étais en famille d'accueil, y avait-il quelqu'un qui t'aidait? Quelqu'un qui voyait ton potentiel alors que tu ne le voyais pas toi-même? Sophie réfléchit à la question, se souvenant de Madame Patterson, la bibliothécaire de son lycée, qui était restée après les cours pour l'aider à apprendre la programmation, qui avait rédigé des lettres de recommandation pour des bourses et n'avait jamais rien demandé en retour. « Oui », répondit-elle doucement. « Oui, il y avait quelqu'un. Alors tu sais à quel point c'est important, dit Maria simplement. Pas seulement l'argent, mais le fait d'avoir quelqu'un qui croit en toi quand tu ne peux pas te permettre de croire en toi-même. » La sagesse de ces mots frappa Sophie comme un coup physique. Elle avait passé des années à se dire que son succès était entièrement le fruit de son travail, qu'elle s'était hissée au sommet grâce à sa détermination et son intelligence. Mais la vérité était plus compliquée. Elle avait eu de l'aide en cours de route, des gens qui avaient vu son potentiel et l'avaient encouragée, qui lui avaient ouvert des portes et créé des opportunités qu'elle était trop fière pour reconnaître. « Votre fille est remarquable », dit Sophie à Marcus, qui était encore en train d'assimiler l'ampleur de ce qui était offert à sa famille. « Elle tient ça de sa mère », répondit Marcus automatiquement, puis se reprit. « Mais j'aime penser que j'ai contribué à forger son caractère. »« C'est le cas, » dit Sophie avec certitude. « Elle a ta dignité, ta détermination, ton refus d'abandonner lorsque les choses se compliquent. Ce ne sont pas des traits de caractère que l'on peut enseigner dans une salle de classe. Il y a des choses que l'on apprend en observant quelqu'un que l'on aime les mettre en pratique chaque jour. » Marcus posa les documents et regarda Sophie droit dans les yeux. « Si j'accepte ce poste, si on fait ça ensemble, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste par culpabilité ou pour les relations publiques. J'ai besoin de savoir que tu comprends la responsabilité qui va avec ce genre de pouvoir. » Sophie croisa son regard sans ciller. « Mademoiselle Rivera, il y a 3 semaines, j'ai utilisé mon pouvoir pour essayer de détruire l'espoir de quelqu'un. Je veux passer le reste de ma carrière à l'utiliser pour donner de l'espoir à la place. Je ne peux pas promettre que je serai parfait. J'apprends encore à être la personne que je veux être au lieu de celle que je pensais devoir être. Mais je peux promettre que je n'oublierai plus jamais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et que quelqu'un refuse de vous l'apporter. » Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Était le genre de silence qui s'installe lorsque des gens prennent des décisions qui vont changer le cours de leur vie. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur du petit appartement, quelque chose de nouveau était en train de naître. Pas seulement le pardon, mais la possibilité d'une transformation. « D'accord », a finalement dit Marcus. « Allons-y. » La célébration qui a suivi était calme mais profonde. Maria a serré son père dans ses bras, les larmes courant sur son visage, alors qu'elle se permettait enfin de croire que tout ce dont elle avait rêvé allait vraiment se réaliser. Michel a serré la main de Sophie,
les yeux brillants de cette fierté que l'on ressent quand on voit quelqu'un qu'on aime choisir de devenir la meilleure version de lui-même. Et Sophie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le poids d'un objectif qui allait au-delà des marges bénéficiaires, des cours de la bourse et des rapports trimestriels. Au cours de l'heure qui suivit, ils discutèrent des détails pratiques, des dates de lancement, des locaux et de la logistique nécessaire pour monter un programme à partir de zéro. Mais derrière cette conversation d'affaires se cachait quelque chose de plus important. La prise de conscience qu'ils étaient en train de créer quelque chose qui leur survivrait tous. Quelque chose qui toucherait des vies d'une manière qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni mesurer. « Il y a encore une chose », dit Sophie, alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Elle sortit son téléphone et leur montra une photo d'un bâtiment dans le centre-ville de Marseille, une ancienne usine désaffectée. Quelque chose qui allait toucher des vies d'une manière qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni mesurer. « Il y a encore une chose », dit Sophie, alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Elle sortit son téléphone et leur montra une photo d'un bâtiment dans le centre-ville de Marseille, un ancien centre communautaire qui était vacant depuis 2 ans. « Je vais acheter cet endroit. Je veux le transformer en un centre de ressources. Des laboratoires informatiques, des programmes de tutorat, des cours de préparation à l'université, des formations professionnelles. Un endroit où les familles peuvent obtenir l'aide dont elles ont besoin sans avoir à la quémander ou à prouver qu'elles en sont dignes. » Marcus a regardé la photo, son esprit déjà en train d'imaginer les possibilités. « Il faudrait plus que de simples services, a-t-il dit. Il faudrait que ce soit une communauté, un endroit où les gens pourraient venir, pas seulement quand ils ont besoin d'aide, mais aussi quand ils ont quelque chose à offrir. »« Exactement, » a dit Sophie, son enthousiasme grandissant à mesure qu'elle parlait. « Un endroit où des histoires à succès comme celle de Maria peuvent revenir et encadrer d'autres enfants, où quelqu'un comme mon père peut partager ses connaissances et son expérience. Où la dignité n'est pas quelque chose que tu dois gagner, mais quelque chose qui t'est donné simplement parce que tu franchis la porte. » Alors qu'ils se levaient pour partir, Maria s'approcha de Sophie avec le genre de franchise que seuls les adolescents peuvent avoir. « Mademoiselle Chénier, puis-je vous poser une dernière question ?» Sophie acquiesça. « Quand vous aviez mon âge, que vouliez-vous faire quand vous seriez grande ?» Sophie sourit, en se souvenant de la jeune fille qui avait passé ses nuits à apprendre à coder à la lueur d'une bougie parce que sa famille d'accueil coupait l'électricité après 21 heures. « Je voulais construire des choses qui aideraient les gens. Je voulais utiliser la technologie pour résoudre des problèmes et améliorer la vie de famille comme la mienne. »« Alors peut-être, » répondit Maria avec une sagesse qui contrastait avec ses 17 ans. « Tu deviens enfin celle que tu as toujours voulu être. » Le trajet de retour jusqu'à l'appartement de Sophie fut silencieux. Elle et Michel étaient perdus dans leurs pensées, alors que la silhouette de Marseille émergeait de l'eau après-midi pluvieux. Ils avaient accompli ce qu'ils étaient venus faire. Marcus avait accepté l'offre d'emploi. Les documents de la fondation étaient signés et les achats du centre communautaire seraient finalisés dans la semaine. Mais plus que cela, ils avaient entamé le processus de guérison de blessures qui semblait trop profonde pour être réparée. « Je suis fier de toi », dit Michel alors qu'ils entraient dans le garage de l'immeuble de Sophie. « Pas à cause de l'argent ou des programmes, mais parce que tu as choisi d'être vulnérable. Tu as choisi d'admettre que tu avais tort et de demander de l'aide pour y remédier. » Sophie coupa le moteur, mais ne fit aucun geste pour sortir de la voiture. « Je n'arrête pas de repenser à ce que Maria a dit à propos de devenir enfin celle que j'ai toujours voulu être. J'avais oublié que cette version de moi-même existait. Elle n'a jamais disparu, » dit Michel doucement. « Elle était juste enfouie sous toute l'armure dont tu pensais avoir besoin pour survivre. Mais une armure est censée être temporaire, quelque chose que l'on enfile pour combattre et que l'on enlève une fois le combat terminé. » Sophie regarda son père. Cet homme qui avait passé 20 ans à prouver que l'amour pouvait survivre à la séparation, à la déception et même à la transformation complète de la personne que l'on aime. Et si je ne sais pas comment l'enlever? Et si je l'ai portée si longtemps qu'elle fait désormais partie de moi? Michel sourit, son expression transformant son visage buriné en un visage jeune et plein d'espoir. Alors on a appris ensemble. Une conversation à la fois, un choix à la fois, une personne à la fois. Tu n'as pas besoin de devenir parfaite du jour au lendemain, Mija. Tu dois juste continuer à choisir de devenir meilleure. 6 semaines plus tard, Sophie se tenait dans le hall du centre communautaire récemment rénové, regardant les familles découvrir les salles informatiques et les salles de réunion qui allaient bientôt bourdonner d'activités. Marcus faisait visiter les lieux à des bénévoles potentiels. Sa voix trahissait l'enthousiasme de quelqu'un qui avait trouvé un travail en accord avec ses valeurs plutôt qu'un simple moyen de payer ses factures. Maria était chez elle, en train de faire ses valises pour le MIT. Sa bourse couvrait tout ce dont elle avait besoin, et même plus. Son avenir était prometteur et offrait des possibilités qui semblaient impossibles il y a quelques mois encore. Michel s'approcha avec 2 tasses de café provenant du petit café qu'ils avaient installé près de l'entrée
tenu par une famille locale qui embauchait d'anciens sans-abri et leur offrait une formation professionnelle et un emploi stable. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il en tendant son café à Sophie. Sophie regarda autour d'elle l'espace qu'ils avaient créé ensemble. Les familles qui commençaient déjà à le considérer comme un lieu d'espoir plutôt que de charité. Les bénévoles qui venaient non pas par obligation, mais parce qu'ils voulaient faire partie de quelque chose d'important. « J'ai l'impression de rentrer à la maison, » dit-elle, comme si je me souvenais de qui j'étais censé être depuis toujours. Dehors, Marseille continuait son rythme quotidien d'ambition et de lutte, de succès et d'échecs, de gens qui construisaient des rêves et les voyaient parfois s'effondrer. Mais à l'intérieur du centre communautaire, quelque chose de différent se passait. Les gens choisissaient de voir la dignité de l'autre, d'offrir leur aide sans juger, de construire des ponts au lieu de murs. Et dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Marcus Rivera aidait sa fille à faire ses valises pour l'aventure de sa vie, convaincu que la gentillesse était encore possible dans un monde qui semblait souvent déterminé à récompenser la cruauté, que l'amour pouvait combler tous les fossés, guérir toutes les blessures et transformer même les cœurs les plus durs. La pluie avait cessé et le soleil commençait à percer les nuages, plongeant tout dans la lumière dorée d'un nouveau départ. Certaines réussites se construisent sur des échecs, mais parfois l'amour offre une seconde chance. Alors, penses-tu que Sophia a vraiment changé ou avait-elle simplement peur de perdre ? Partage ton avis dans les commentaires. Quel moment de cette histoire t'a le plus marqué? Si tu aimes les histoires émouvantes inspirées de la vie réelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo, car la prochaine histoire pourrait bien te toucher.